Bienvenue dans La Brigade, le seul podcast francophone des sénateurs d'Ottawa, fait pour et par les partisans des sénateurs. Voici vos animateurs, les deux GP, Jean-Philippe Forgue et Jean-Philippe Fortin. Salut tout le monde et bienvenue à La Brigade, épisode numéro 2. Je m'appelle Jean-Philippe Fogg, je suis accompagné toujours de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Plus tard à l'émission, on va recevoir un deuxième collaborateur, Patrick Tourangeau. Si vous ne le connaissez pas, Patrick, c'est une encyclopédie des recrues des sénateurs. Il va nous décortiquer les choix que Pierre Dorion a fait lors du repêchage des 22 et 23 juillet dernier. Mais pour l'instant, je me tourne vers mon co-animateur Jean-Philippe Fortin. JP, il se passe quoi dans le warm-up ce matin? Dans le warm-up ce matin, on va faire un bref retour sur le repêchage d'expansion. On va parler de la perte de Joey Daccord. On va parler du calendrier des sénateurs qui est sorti dans la dernière semaine. On va faire une brève mention sur Jake Sanderson qui sera assistant capitaine avec l'Université du North Dakota. Et on va parler aussi un peu de Radley Craig qui a été invité au camp estival de Team Canada. Donc, bref retour sur le repêchage d'expansion. Les gars, je voulais vous entendre un peu sur les sélections du Kraken de Seattle qui en ont surpris plus qu'un. Et même on peut même parler un peu aussi de la soirée en tant que telle qui, selon moi, n'était pas ce que j'espérais en termes de wow, puis de moment, tu sais, c'était leur moment, puis je pense que la soirée a été, a été gâchée par un journaliste sur Twitter qui a comme dévoilé tous les choix d'avance. C'est sûr que pour Seattle, c'était plate que leur show était quand même correct, là. C'était correct. Mais juste le fait qu'il n'y avait aucun suspense a ruiné la sauce, comme on dit. Oui, parce que tous les choix avaient déjà été sortis. Tout le monde savait un peu ce qui allait se passer. C'est sûr que ça perd tout son côté anticipation et son côté spectacle. Tu sais, moi, j'espérais quand même que... en tout cas, j'espérais pas, parce que le journaliste aurait été dans le caca, comme on peut dire. Là. Si, mettons, tous ces insides, les tweets qu'il a fait comme dévoiler les choix que les Kraken allaient faire n'auraient pas été véridiques. J'espérais qu'il s'est peut-être trompé sur 3-4 choix là, pour que ce soit différent, mais finalement, il était une note de 100% là, pour tout ce qu'il avait divulgué sur Twitter. Puis non seulement ça, non seulement on savait, il n'y avait pas de nom à se garrocher à terre non plus, là. Surtout si on compare avec Vegas directement, qui, eux, avaient vraiment mis le paquet, avaient fait plein de transactions d'avance pour pouvoir acquérir des joueurs déjà établis pour s'assurer d'avoir une équipe compétitive aujourd'hui. Seattle, c'est pas ça du tout, là. Seattle... C'est ça, on dirait qu'ils planifient pour dans quelques années. Là. C'est ça. Parce que juste comme ça, en ce moment, Seattle ont tout juste dépassé le plancher salarial et ont à peu près 25 millions de lousse pour les agents libres pour la saison morte. Là. Moi, je pensais honnêtement que quand j'ai vu leur équipe, j'ai dit, je peux pas croire qu'ils feront pas une transaction ou deux, ou bien des transactions faites en dessous de la table avec certains directeurs généraux, parce que je me disais, il aurait pu tellement mieux choisir. Moi, j'aurais, mettons, conséquence de cause pour être un fan, tu sais, j'aurais été un fan du Kraken, j'aurais été sur ma fin. Hein. Puis j'aurais été déçu. Ouais, c'est sûr. Vous pensez quoi de Dredger comme gardien numéro 1? C'est une chance qu'ils prennent, je pense. Là. Ouais, c'est sûr. Oui, il a montré vers la fin de l'année qu'il pouvait être bon. T'sais, ils n'ont pas été avec un gardien assuré, numéro 1, prouvé d'expérience. T'sais. Parce que Dredger, il n'y a pas énormément de matchs dans la Ligue nationale, on s'entend. Là. C'est à peine, me semble, de mémoire, c'est environ 70. Il n'y a pas une grosse carrière dans la Ligue nationale, fait d'y attribuer le rôle de numéro 1, je sais pas comment il va performer avec ça. Ça va comme un peu reposer sur lui, là, parce que le deuxième, c'est Vitek Vanecek. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment... Il y a quand même une très bonne défensive devant lui. Là. Il y a quand même des bons défenseurs en Giordano, Oleksiak, les frères Fleury. Après ça,
Vince Dunn, on en parle certains, là, mais... Ils ont bâti une grosse défensive, qui est pas de mauvaise idée. Là. Quand tu bâtis une équipe, je pense que c'est ça que tu veux faire. Là. Tu veux bâtir une grosse défensive solide en premier, puis voir tes besoins par après. C'est peut-être le plan qu'ils ont, puis ils vont adresser plus l'offensive sur le marché des joueurs autonomes puis des transactions. Ben, ça n'a quasiment pas le choix, là. Il manque quelque chose en ce moment. Ouais, clairement. Pour la sélection des sénateurs, c'est plus une surprise, ça a été Joey Dacre qui a été pris par le Kraken de Seattle. Donc, je voulais vous entendre un peu là-dessus. Dans mon cas, quand moi j'ai vu que Kakkonen au Minnesota n'allait pas être sélectionné, je me suis dit automatiquement que Seattle allait se virer pour Joey Dacre comme troisième gardien de but, puis ça a été le cas. Fait que je voulais un peu vous entendre là-dessus. Là, moi, c'était un peu ma crainte. Comme j'en ai parlé au dernier épisode, c'était un peu... C'était le seul joueur que je me disais, ça me ferait de quoi? Ça me ferait de la peine de le voir partir, parce que c'est tellement un type sociable, un type plein d'émotions quand il fait ses entrevues, quand il fait c'était quelqu'un d'attachant, comme joueur. Fait que oui, je pense que ça fait quelque chose de le voir partir, mais je pense que ça nous laisse pas un trou si énorme côté gardien. Là. Je pense qu'on est bien rempli, puis bonne chance à lui. Je pense qu'il il mérite, il a montré des belles choses, puis je pense qu'il va être très aimé par les partisans là-bas. Ouais. Moi, je me suis fait à l'idée assez rapidement. J'y souhaite bonne chance. J'espère qu'il va connaître du succès là-bas, mais comme Pascal vient de dire, si on se vire de bord, il ne faut pas oublier que Matt Murray a 27 ans, qui n'est pas si vieux. Gustafsson, qui a connu une saison quand même... qui a montré des belles choses l'année passée à 23 ans. Il y a Mads Søgaard, 20 ans, qui, lui, à son arrivée à Belleville, a fait 7 victoires en 7 matchs dans son début professionnel. Kevin Mendelise, 20 ans, qui a gagné gardien par excellence de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 2020. Levi Merilainen, 18 ans, qui avait été un choix controversé des sénateurs au repêchage, qui a terminé la saison dernière en Finlande avec une fiche de 21-0-3. Dont 6 blanchissages qui étaient un sommet dans la ligue. Fait qu'il y a quand même du potentiel pas pire. Cette semaine aussi, on a eu le calendrier officiel de chacune des équipes et j'ai sorti quelques dates intéressantes pour le calendrier des sénateurs d'Ottawa. Donc, pour le match d'ouverture, ça aura lieu le 14 octobre prochain contre les rivaux de l'Ontario, les Maple Leafs de Toronto. Moi, la question que je vous pose, est-ce que ce sera un centre Canadian Tire à pleine capacité? Non, pas seulement pour l'intérêt de l'équipe, mais aussi en fonction de la COVID. Est-ce qu'on va être encore réticent avec les mesures sanitaires au 14 octobre? Après ça, le 6 janvier, c'est la première visite des sénateurs au Climate Pledge Arena à Seattle pour y affronter le Kraken. Au mois de février, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a seulement que 2 matchs. Ouais, je la comprends pas, celle-là. Il y a une pause de 2 semaines et tout s'indique que ce sera la pause des Jeux olympiques. Donc, est-ce que ce sera une bonne nouvelle que les joueurs de nationale participeront aux Jeux olympiques? Je me rappelle plus c'est quelle ville, par exemple. Ce sera à Beijing, les Jeux olympiques. Beijing. Pour la deuxième fois. Ouais. Merci, Pascal. Ou Pékin en français. Quelqu'un qui avait accueilli les Jeux d'été il n'y a pas si longtemps. Puis, pour terminer, là, la dernière date que j'ai mentionnée, intéressante, c'est le 10 mars. Ce sera la première visite du Kraken à Ottawa. Le 26 février aussi, j'ai oublié de le mentionner. Ça, c'est quand même assez surprenant. Ça va être le premier match entre le Canadien et les sénateurs. Que ce soit aussi tard dans l'année, j'ai été un peu surpris. Ça veut dire qu'on va avoir une deuxième moitié de saison avec beaucoup de Canadiens. Ouais. Ce qui est correct. À suivre. Donc, est-ce que vous avez une date que vous, de votre côté, vous aviez marquée intéressante ou bien... Non, moi j'avais les mêmes que toi, mais pour ta question sur est-ce que la centre Canadian Tire va être à pleine capacité, j'ai de la misère à croire ça. Là. Surtout qu'il y a beaucoup de médecins qui nous prédisent une 4e vague pour l'automne. Je veux pas y croire, mais ça reste quand même à être pris en considération. C'est ce que je pense aussi, moi. Plus un optique de 50% de la capacité du centre. C'est plus...
réaliste comme capacité. Autre point aussi que j'avais mentionné dans le warm-up, Jake Sanderson, à sa 2e saison à l'université du Dakota du Nord, deviendra assistant capitaine. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, Jake Sanderson va retourner à l'école l'année prochaine. Reste à voir si, à la fin de la saison de l'université, il viendra rejoindre l'équipe des Sénateurs. Moi, c'est ce que je pense aussi, un peu comme Jacob Bernard-Docker avait fait cette année. Ça serait déjà une très belle prise pour l'organisation en fin de saison de l'avoir, si les Sénateurs sont en une course en série. Et le dernier point que j'avais mentionné dans le warm-up, c'est Riley Craig qui a été invité, sans surprise, au camp estival de Team Canada en vue du championnat mondial junior en décembre prochain. Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast. Alors, à pour tous. le deuxième segment de l'épisode, aujourd'hui, on reçoit Patrick Tourangeau. Patrick, comment ça va? Ça va très bien, toi? Yes. Patrick, parle-nous un peu de toi. Depuis quand t'es un fan des Sens? Oh, fan des Sens. Je suis un ancien partisan des Nordiques. Les Sénateurs n'existaient plus quand j'étais jeune. J'ai 46 ans. J'ai commencé sénateur de façon sérieuse, je dirais, à partir des années 2000-2001. Je me souviens de la série que Patrick Lalime avait été soufflant là, contre les Flyers de Philadelphie. Là. C'est pas mal à partir de là que j'ai dit maintenant, j'y suis tout le temps. Alors, faire rire quelques-uns. C'était pas mon grand chum, mais j'étais à l'école avec Alexandre Daigle. Mais fait que c'est ça, non, j'ai commencé à suivre les Sénateurs. Moi, dans le fond, j'étais une personne qui avait plus d'équipe depuis quelques années. Puis c'est ça, là, je cherchais à retrouver le plaisir de suivre le hockey. Puis je l'ai retrouvé dans cette série-là. Là, contre les Flyers. Exactement, puis ainsi de suite. Là. Moi, Patrick, j'ai une question. Oui. Si, exemple, un jour, les Nordiques reviennent dans la Ligue nationale de hockey, est-ce que tu laisses les Sénateurs et tu retournes aux Nordiques ou bien tu restes fidèle aux Sénateurs? C'est une question quand même difficile, mais non, je pense pas être capable de laisser les Sénateurs. Moi, je suis un grand passionné de hockey, puis là, je dirais que je me suis beaucoup investi. Je risque de suivre peut-être les deux équipes. Fait que, mais non, c'est ça, là, j'aime bien les Sénateurs, puis je me vois pas du jour au lendemain genre les quitter. Moi, Patrick, je veux savoir, Alexandre Daigle, à l'école, il avait l'air de quoi? Ben là, c'était dans ses années midget. Fait que ça fait longtemps, tabarnouche. Il avait l'air d'un gars populaire, mais qui parlait pas plus fort qu'il faut, là. Le monde le savait qu'il était bon au hockey. Il faisait des programmes sport-études. Puis, on parle quand même assez jeune. Patrick, tout au long de la saison, tu vas revenir nous voir, tu vas nous jaser de la relève des Sénateurs. Exactement, c'est mon mandat cette année. Dans le fond, les joueurs des Sénateurs sont en développement. Les suivre un peu plus fait sur le groupe Facebook Sénateurs d'Ottawa. Je partage souvent des images de faits saillants, là, quand il y a un espoir qui fait des points ou qui fait quelque chose de beau. Je le partage déjà. Donc, si je vais venir en parler plus en détail, ça va être plus que juste une vidéo ou quelques lignes. Je suis curieux de t'entendre avant qu'on commence. Lors du premier épisode, on en a parlé, mais pour toi, les besoins des Sénateurs avant le repêchage, c'était quoi? C'était, dans le fond, c'est des besoins oui et non. C'est que les positions faibles présentement, c'était ailier droit, défenseur droitier et peut-être centre. Par contre, c'est un couteau à deux tranchants, dans le sens que peut-être que les positions faibles présentement, c'est ça, mais je dirais que dans ces positions-là, on a quand même des jeunes en développement. Puis là, c'était le gros challenge là, de l'équipe de Troyman pour le repêchage, de savoir est-ce qu'ils doivent repêcher espoirs, qui va peut-être faire une compétition interne entre les autres espoirs, puis
aboutir avec le meilleur ou on fait confiance à ceux qu'on a déjà repêchés. Fait que c'est un petit peu ça, là. C'est un peu un dilemme. Là. C'est le même, je l'ai vu, l'échange. Là. Mais les besoins, c'était ça. Ailier droit, défenseur droitier puis centre. Fait qu'avec Tyler Boucher, est-ce qu'on répond à un besoin? Il n'y a pas un besoin dans. Là, on parle d'un besoin dans 3 ans. Là. Puis dans 3 ans, Tyler Boucher, à moins qu'il y ait un joueur d'importance qui quitte, il pourrait être sa 4e ligne. Là. Éventuellement, ça va être un joueur de 3e trio, même si Pierre Dorion, lui, le voit comme un compteur. C'est vrai qu'il y a des rapports de recrutement qui parlent qu'il y a un bon patin qui est bon pour contourner puis foncer au filet. Au total, dans le USHL, 29 parties jouées, seulement 7 buts, 9 passes, 16 points. Ensuite, le programme de développement américain, le USDP, là, si on dit en français, là, USDP 17, les moins 17 ans, dans le fond. 45 parties jouées, 12 buts, 17 passes, 29 points. Dans le programme des moins 18 ans, là, c'est cette année, 12 parties jouées. Ça a été un petit peu mieux. 6 buts, 5 passes, 11 points. C'est un joueur qui est en développement, ça, il n'y a pas de problème, qui est capable de marquer de gros buts, mais ça sera jamais, selon moi, jamais une vedette tout cassée. Il peut aller chercher ses millions, il n'y a pas de problème. Sa façon de jouer, c'est une façon robuste, c'est une façon qu'en série, que les équipes ont tendance à échanger des choix de première ronde pour aller chercher ce genre de joueur-là. Ben, nous, on va l'avoir déjà. On regardera nos choix. C'est un forceur, c'est un gars qui frappe dur, les bonnes mises en échec, qui a des bonnes mains, qui va au filet, qui va pousser. On le compare beaucoup à Tom Wilson, mais si son côté offensif il est peut-être un petit peu plus développé, on pourrait avoir un joueur, un mélange de Connor Brown et Tom Wilson. En tout cas, si c'est un prototype de Tom Wilson, j'achète à 100%, mais disons que les oreilles m'ont frédi un peu quand j'ai entendu son nom au 10e choix. Est-ce que, Pat, selon toi, il aurait été disponible en 2e ronde quand même? Ou automatiquement, ça en faisait un choix de première ronde? Non, il aurait probablement été disponible en 2e ronde, mais peut-être pas au choix des sénateurs. C'est ça le risque. Tu sais, je ne sais pas si Pierre Dorion a essayé fort d'échanger ses 2 choix de 2e ronde pour monter puis prendre Tyler Boucher. Tu sais, si on a, genre, exemple, on aurait eu le 20e choix, là, ça aurait déjà été moins pire. Puis Tyler Boucher, il aurait probablement sorti après le 20e puis avant le 40e. Écoutez là, les commentaires, là, que comme Stéphane Leroux disait, entre autres, que c'était le joueur le plus robuste de tout le repêchage. C'est pas le mal, là, il a tombé dans l'œil de quelques équipes. Puis moi, il y a certains rapports là, que j'ai entendus qu'il y avait beaucoup monté dans les cotes des recruteurs pour les derniers matchs parce qu'ils s'impliquaient plus physiquement. Pas physiquement, offensivement, excusez. Apparemment que je pense que c'est les Rangers qui sélectionnaient tout de suite après étaient intéressés aussi. Fait que je pense que c'est ce qui a coupé un peu l'herbe sous le pied d'essayer d'aller échanger des choix puis le repêcher plus loin. Il y avait plus d'intérêt que ce que les scouts en ligne nous en parlaient. Là. Ouais, ça se peut. C'est dur à dire, mais ouais. Les Rangers, ils repêchaient 16e, là, pas 11e. Mais ouais... Il aurait peut-être pu partir dans ce coin-là, c'est un fait. En tout cas, moi, je veux juste dire, si ça rend Brady Tkachuk heureux puis ça le convainc de rester, c'est déjà ça. Ouais, ben c'est ça, on a une belle brochette l'américain, là. Donc, quand on regarde ça, là, c'est sûr, là, White toujours là, Logan Brown toujours là, Tkachuk, Norris, Pinto, il y en a plusieurs, là. Alors, Docker, il a joué, c'est un Canadien, mais il a joué aux États-Unis. Ensuite, Sanderson, ça vient. Fait que, c'est une belle gang d'Américains qui ont des histoires communes, qui ont passé par des programmes de développement américains, qui ont représenté les États-Unis au moins de 20 ans. Ça peut être un facteur là, dans une chambre qui rassemble les gars, là. Ça peut être bon. Je sais pas si vous l'aviez vu, mais quand Tyler Boucher a été sélectionné par les sénateurs, Brady Tkachuk a texté DJ Smith pour lui dire que Boucher était en plein joueur qui nous fallait à Ottawa. Donc moi, ça
ça me donne une belle tape dans le dos en voulant dire que Brady Tkachuk a à cœur les succès de l'équipe, puis que, tu sais, il pense pas juste à son contrat, puis aux millions qu'il pourrait empocher. Tu sais, il a quand même pris le temps de texter son entraîneur pour lui dire que c'était en plein joueur qu'il nous fallait pour. Je l'avais pas vu, ça, mais ça me fait plaisir d'entendre, par exemple. Ouais. Je vais faire l'avocat du diable, revenir un peu à ce que tu disais tantôt, Patrick. Quand tu disais ça peut être un couteau à double tranchant, là, les Sénateurs ont choisi un joueur qui, en choisissant Tyler Boucher au 10e et en ne prenant pas un joueur qui serait peut-être offensivement plus talentueux, c'est comme dire notre noyau d'attaquants, notre noyau de joueurs talentueux, on l'a, là maintenant on veut l'entourer. Ça peut être dangereux, ça, s'il y en a un qui ne devient pas ce qu'on espère qu'il va devenir. Mais tu sais, il va y avoir d'autres options, il va y avoir les joueurs autonomes, il va y avoir d'autres options, il va y avoir d'autres repêchages. Mais présentement, oui, effectivement, le repêchage qu'ils ont fait cette année, c'est vraiment un repêchage de papier sablé, de gros joueurs physiques. C'est pas des rôles de premier plan. C'est comme si on jugeait que les rôles de premier plan, ils les ont déjà. Moi, tu sais, au 10e rang, là, avec les joueurs qui restaient, j'aurais pris Cole Sillinger. Tu sais, qu'on dit qu'il est quand même physique, qu'il est intense, le kit, mais sauf qu'en même temps, tu prends Cole Sillinger. Puis là, si dans ton plan d'avenir pour dans 3 ans, que tes centres, c'est Josh Norris, il a fini très fort l'année, là, pratiquement un point par partie. Ensuite, Shane Pinto. Shane Pinto, c'est un bon début quand même là, pour un joueur de 20 ans qui arrive ici à la Ligue nationale. Là. Pour l'instant, il n'a pas atteint son plein potentiel offensif, mais je pense qu'il va devenir bon. Sérieusement, là, la façon que ce gars-là travaille, c'est les petits détails, le travail qu'il met aux petits détails. Le kit ne sera pas juste un joueur défensif. Ça va être, selon moi, on parle d'un centre d'au moins 60 points par saison. Là. Ensuite, il y a Riley Greig qui s'en vient. Riley Greig, il y en a dedans, lui. Il est pas gros, là. Présentement, il travaille sur ça. Mais c'en est un, là, qui est capable de compter beaucoup produire beaucoup. Dans la ligne de l'Ouest cette année, c'était un des meilleurs marqueurs à 18 ans. Il a joué avec Belleville dans la ligne américaine avant que la saison commence et après que la saison ait terminé là-bas, parce qu'il n'y avait pas de série dans la ligne de l'Ouest. Fait qu'il est venu aider Belleville, puis il avait pas l'air intimidé pendant tout à 18 ans. Même que DJ Smith a demandé à Pierre Dorion pour le rappeler pour la dernière partie. Pierre Dorion il a refusé, puis ils ont rappelé Parker Kelly à la place. Vu que les parties des Sens de Belleville étaient à Ottawa, souvent le DG et l'entraîneur-chef assistaient à leur partie. Mais il avait déjà attiré l'attention de l'entraîneur par sa fougue puis son jeu offensif. Fait que je pense qu'il va devenir aussi un bon centre. Fait que je pense qu'on est quand même bien équipé de ce côté-là. Puis quatrième, on joue pas beaucoup de minutes. Je trouve que Parker Kelly, c'est l'idéal pour lui. Un autre qui en a dedans, un autre qui peut déranger en série. C'est pas le plus gros, mais c'est genre à mettre le feu aux poudres. Puis c'est un bon joueur. Là. Fait que c'est dans cette optique-là, peut-être qu'ils ont analysé chacune des positions, puis ont fait comme on a déjà qu'est-ce qu'il faut. T'sais. C'est comme j'aurais aimé ça voir par contre s'il aurait osé faire ça si Dylan Gunter aurait été encore disponible. Ouais, ça a passé proche. Ah ouais, il est sorti 9e avec Arizona qui a fait un échange, puis les rumeurs parlaient pour Arizona plus d'un gardien de but. Puis moi, je m'attendais, vu qu'il avait changé... Ah non, c'est vrai, Edvinson était parti. Ouais. Mais je m'attendais à un défenseur peut-être, mais les meilleurs étaient déjà partis. C'est ça, j'aurais aimé ça voir s'ils auraient osé garder leur choix dans leur bouchée. Selon certains messages sur Twitter là, qui est sorti là, des journalistes pour ce qui est de Troyman, celui qui est en charge du recrutement pour les sénateurs, il semblerait qu'il y avait bien haut sur sa liste avant Boucher Mason McTavish, mais qui est sorti 3e. Mais tu sais, qui croyait qu'il y avait peut-être une chance, mais mince, d'être là. Sinon, il y avait aussi Brent Clark, le défenseur natif d'Ottawa, qu'il semblait l'avoir également en haute estime.
Mais probablement que tout de suite après, sur sa liste, c'était Tyler Boucher. Tyler Boucher, il y en a plusieurs là, dans l'environnement du recrutement d'Ottawa qui disaient que c'était le joueur qui manquait. Parce que là, qu'est-ce qu'il fait? Ils commencent à se voir en série, les sénateurs. Ils sont pas rendus, mais ils commencent déjà à se voir en série, puis ils sont comme, qu'est-ce que ça nous prend pour être fort en série? C'est un bon message quand même aux partisans. En faisant une sélection de premier choix avec Tyler Boucher, qui est un droitier, est-ce que c'est le signal qu'on envoie à Logan Brown que c'est la dernière chance ou jamais de prendre ta place, sinon c'est la fin? Non, je vois pas de lien avec Logan Brown. Il y a un lien avec Connor Brown, dans le sens que c'est peut-être comme la relève à Connor Brown si jamais il part. S'il reste, tant mieux. Si on parle là, Boucher ne sera pas là l'année prochaine non plus. Là. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en prenant un choix de première ronde dans les 10 premiers, qui était un joueur de centre, ça aurait comme dit à, peut-être selon moi, à Logan Brown, prépare-toi parce qu'on prépare ton prochain, là, mais là, est-ce qu'en faisant la sélection de Tyler Boucher à droite, ça lui donne une tape dans le dos en voulant dire, saisis ta chance, sinon... Ouais, c'est un bon point. C'est un bon point, mais non. Dans le sens que non, parce que Tyler Boucher, c'est pas tout de suite. Logan Brown, il est rendu malheureusement à une étape que le gars, il a du talent. Là, ça, c'est pas un problème, mais il est tout le temps blessé. Puis là, de mettre des sous et croire en quelqu'un, ça commence à être long. Ça se peut que cette année, il y a une chance. Il y a une chance, mais c'est comme il donnait une chance en attendant l'arrivée de Riley Gregg. C'est le même, je vois ça. C'est comme, saisis ta chance. Si ça marche, tant mieux. Si tu fais une coupe de points, je serais pas surpris, selon son historique de blessure, que les sénateurs tentent de l'échanger. Autrement dit, qu'il fasse augmenter sa valeur. Logan Brown, là, c'est un deuxième trio là, à Ottawa. Là. S'il est en santé, c'est pas un problème. En plus, il serait capable de faire marcher Dadonov. C'est sa place. Puis c'est qu'est-ce qu'on Pierre Dorion avait dit avant qu'il soit blessé au dos l'année passée. Il avait dit, on le rappelle, puis c'est pas pour le faire jouer sa quatrième ligne. On va vraiment l'évaluer dans une position qui va être confortable, lui donner une chance. Mais si c'est ça, tant mieux. S'il a saisi, tant mieux. Mais est-ce que je le vois aujourd'hui à long terme à Ottawa? Non, malheureusement. Puis c'est un joueur que côté habileté, j'aime beaucoup, mais je le vois pas à long terme. Là. Norris, Pinto, puis Gregg, selon moi, sont les 3 centres d'avenir présentement. OK, intéressant. Parce que là, ils l'ont protégé, Logan Brown aussi. Là. Ils n'ont pas le choix de lui donner sa chance à ce point-ci. Là. Ouais, c'est soit ça, ou qu'ils pensaient l'inclure dans une transaction qui peut-être peut arriver, mais non, j'espère qu'ils vont lui donner sa chance. Quand il est en santé, ce qui n'est pas souvent, mais même quand il joue blessé, parce que ça, il a souvent joué blessé, il est capable de faire des belles choses, il a une excellente vision de jeu. C'est peut-être le centre qui a la meilleure vision du jeu de tous les joueurs de centre des sénateurs. Par contre, il tire pas assez, ça c'est un fait, mais c'est pas son genre. Le long des bandes, je le trouve quand même pas pire. Je trouve qu'il sert quand même bien de son physique pour protéger la rondelle. Mais c'est ça, il n'y a pas une explosion. C'est plus quelqu'un qui ralentit le jeu, mais ça donne le temps à ses coéquipiers de bien se placer. Puis lui, s'il n'y a pas besoin de sa lecture de jeu, il n'y a pas besoin là, de s'éterniser pour voir une bonne lecture de jeu, puis il est capable de faire la passe. On ne sait jamais. Peut-être que je vais passer à travers la liste des sélections des sénateurs, puis tu me diras s'il y en a un là-dedans qui a attiré ton attention. J'ai fait un petit résumé rapide pour chacun. OK, vas-y. Tyler Boucher, on a déjà passé à travers. Mais juste dire que la plupart le voyaient entre les spécialistes là, qu'on parle de recrutement, là, entre 29 et 49. Il est sorti 10e parce qu'il l'aimait vraiment beaucoup. L'année prochaine, il va jouer à l'Université de Boston. Donc, ça va être intéressant là, à le suivre. Ensuite, au 39e rang, les sénateurs ont pris Zach Ostapchuk. Quelque chose comme ça, Ostapchuk. Il joue pour Vancouver dans la ligne de l'Ouest. 6 pieds 3, 205. C'est gros, mais c'est pas gros tant que ça pour la ligne nationale. Truman a dit que c'était un joueur complet. C'est ça qu'il aimait de lui. Il y avait des joueurs
peut-être plus alléchants, comme Pinelli, entre autres. Mais il a opté pour un joueur qui voulait avoir un joueur complet. Je vois ça encore comme un joueur qui va pas nuire, qui va aider en série, qui va être capable de jouer physique. Ça semble être un thème qui revient avec Troy Mann dans ses sélections des joueurs plus qui ont un certain plancher assuré, mais on dirait qu'il y a plus de misère à prendre des chances sur des joueurs qui ont peut-être un plus fort potentiel, mettons, offensif, mais qui est moins certain. T'sais. On dirait qu'il est moins preneur de chance, il veut plus aller chercher des valeurs sûres plutôt que le joueur qui a le potentiel de devenir vraiment une étoile, mais pour lequel c'est moins certain. Ouais, mais je pense pas, moi, que les Kings se sont trompés avec Pinelli, tout de suite après. Là. Mais en tout cas, peu importe. Ostapchuk, ça va être intéressant de le suivre l'année prochaine, parce que de voir son évolution. Il a commencé assez jeune dans la Ligue de l'Ouest, seulement 8 points, 44 games. L'année passée, c'était beaucoup mieux. En 22 parties, 16 points. Là, ça va être de voir. Est-ce que l'année prochaine, il est capable d'avoir plus qu'un point par partie? Moi, j'aimerais ça voir ça. Plus jeune, ça roulait aux alentours de presque un point par partie. Juste un petit peu en dessous, là, dans le U15, U16, U18. C'était pratiquement ça. Fait que ça va être de voir. Je pense qu'il y a le potentiel. Tout dépend de comment il est employé. Ça pourrait être un joueur de 40 à 60 points par saison, s'il n'est pas sa quatrième ligne, évidemment. Fait que, on reste à voir là, le développement. C'est un gros point d'interrogation. Il n'y a personne qui le voyait vraiment là. Mais en tout cas, ils ont aimé des choses en lui. Puis lui, il peut jouer centre, peut jouer ailier gauche. Fait que, mais c'est peut-être encore là, c'est ça, un choix. Ils ont choisi un bon joueur, mais sans trop mettre d'espoir parce qu'ils vont faire confiance au centre que j'ai dit tantôt. Là, puis là, ils ont juste rajouté un petit peu de physique à leur modèle de centre. Donc, c'est mal, je vois ça. Ensuite, si vous avez de quoi, juste n'hésitez pas. Là. Si vous avez des questions sur les joueurs, on va en parler. Ensuite, au 49e rang, ils ont fait un échange, ils se sont descendus parce qu'ils savaient que le joueur serait disponible encore. On parle de Benjamin Roger, 6 pieds 4, 201 livres, défenseur droitier. C'est un joueur de l'Ontario. Fait que, mais ça, c'est bravo aux sénateurs pour ça, dans le sens que dernièrement, ils n'ont vraiment pas beaucoup repêché en Ontario. Là. Si on reprochait à Montréal de ne pas repêcher au Québec, les sénateurs en Ontario, là, c'était pas mal la même affaire. Le dernier repêché, c'était Alex Formerton. Ça fait quand même un petit bout. Fait que, mais là, Benjamin Roger, c'est plus un défenseur défensif. Je l'ai pas réellement vu jouer, mais si je me fie là, à ses statistiques passées et tout, je le vois un peu comme Eric Ryba, peut-être Jared Curran, peut-être en espérant un peu plus rapide. Je sais pas. Mais c'est ça, c'est le genre de joueur qui, oui, pourrait percer, mais je pense pas qu'il va jouer top 4. Mais en série, ce genre de joueur-là, encore une fois, quelqu'un qui va aller brasser dans les coins, qui va empêcher l'adversaire de passer, ça peut être très bon. Puis le petit gars en vidéo, il avait l'air très, très content là, d'être sélectionné par les sénateurs. Là. C'est bon. Tant mieux, ouais. Tant mieux. Ensuite, 74e rang. Olivier Johansson, 6 pieds, 183, un centre, ailier gaucher, qui se considère un joueur bon dans les deux sens de la patinoire. Ce Suédois-là, il était vraiment pas classé si haut. On parle de quelqu'un qui était classé genre 152e. Malheureusement, je pense que c'est un très mauvais choix. Parce qu'il y avait meilleur. Puis pas parce que c'est un Suédois, là, j'en aurais pris plein de Suédois là, avant lui. Là. C'est vraiment, je pense qu'il va rejoindre la liste là, des nombreux Suédois repêchés par les sénateurs. Là, quand on parle des deuxième, troisième, quatrième, cinquième ronde. Là, les Lodin en 2019, Dahlin en 2016, Hall en 2015, Lindbergh en 2013. C'est tous des noms là, que vous avez vu passer, mais très rapidement, puis qui sont pas venus faire carrière en Amérique du Nord réellement. Là. Fait que non, j'y crois pas. Quand je regarde ces statistiques, il y a peut-être au J18 Elite qui a eu 21 points avant 22 parties jouées, mais sinon, c'est
c'est quand même timide. C'est assez timide. Faudrait qu'il prenne une poussée de croissance et de confiance. Parce que immédiatement après le choix des sénateurs, les Rangers ont sélectionné Ryder Korczak, que moi j'avais mis dans ma liste de joueurs intéressants pour les sénateurs. Fait que de le voir partir tout de suite après le choix des sénateurs, ça m'a fait une petite tristesse. Ouais, je te comprends entièrement. Moi, c'était la même affaire avec Pinelli le rang d'avant. Là. Mais deux rangs avant, en tout cas. Mais ouais, on le connaît plus. On a plus eu d'écho sur Korczak que sur Johansson. Est-ce qu'il était peut-être qu'il n'était pas dans la meilleure chaise disponible. Là. On l'a pas vu jouer tant que ça. Mais non, c'est surprenant. Puis je pense que le problème, c'est que il aurait pu le repêcher plus tard. D'accord, tu veux le repêcher, mais pourquoi au 74e rang? C'est ça qui est un petit bizarre dans ce repêchage-là, c'est que on regarde la majorité des joueurs qui ont été sélectionnés par les sénateurs, puis on se dit, mais il y aurait probablement pu le prendre avec le choix suivant. C'est tout décalé. Là. Ben, tu sais, moi, j'ai dit au premier épisode, là, j'ai dit ce repêchage-là, ça va être une boîte à surprise, puis je pense qu'on n'a pas été déçus dans l'ensemble du repêchage au complet. Juste pour revenir à la première ronde, là, que Mason McTavish parte au 3e choix, c'est une surprise. Après ça, Tyler Boucher avec les sénateurs, c'est une surprise. Isaac Rosen avec le 14e de Buffalo, c'est une surprise. Que Fabian Liesel descende aussi bas puis que Boston l'aille au 21e choix, c'est une surprise. Pas pour moi, ça. Non, OK. Moi, je l'avais mis un peu plus haut là, pour Liesel. Mais tout ça pour dire que vu qu'il n'y a pas eu de saison, puis que dans une année COVID, les recruteurs n'ont pas pu aller à l'aréna voir les joueurs, je pense que ça a fait un impact sur leur évaluation. Fait que c'est pour ça que c'est une boîte à surprise. Ça se peut, mais on regarde d'autres équipes, puis il y a d'autres équipes qui ont fait « Wow, quel repêchage! » Ben, Columbus, c'est sûr, là, ça c'est hallucinant. Là. Mais sinon, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais même Montréal, à part le premier choix, c'était mieux. C'était comme bon, ils ont été chercher des bons joueurs, je trouve. Sinon, Winnipeg, leurs deux premiers choix, c'est comme ça va lancer l'attaque là-bas, à peu près. Il y a des équipes là, qui ont eu des bons repêchages, que c'était moins surprenant. Les Sénateurs, ça a été vraiment un repêchage surprise. Mais c'est pas nécessairement un mauvais. Mais c'est clair là, qu'ils n'ont pas pris le meilleur joueur disponible. Patrick, avec Carson Latimer au 123e, je suis curieux de t'entendre parce que j'ai entendu des gens dire que c'était un bon choix, ça. Oui, c'est un bon choix. C'est sûr qu'il était classé. Et là, il est sorti 123e, il était classé entre 149 et 175. Par contre, c'est ça, 6 pieds 1, 181 livres, ailier droit. Ce gars-là, dans le U15, en 51 parties, 58 points, 27 buts. Dans le U18, 66 parties, 74 points. Il y a un potentiel offensif là. Dans la West Hockey League, l'année passée, il y a 22 parties, 5 buts, 11 passes, 16 points. Mais ça va être intéressant de voir sa progression. À qui je peux... Vite de même, là, je pense que ça va être un joueur qui a le potentiel de devenir entre Angus Crutchbank et Drake Batherson. OK, quand même. Batherson, il est sorti quand même 4e ronde aussi. Hein. Même chose que Latimer. Fait que, mais ils ont un potentiel offensif, un physique intéressant. Les vidéos que j'ai vues de lui, c'était quand même bon. Peut-être le 16 points en 22 parties, peut-être qu'il jouait la majorité du temps sa 3e ligne aussi. Là, c'était peut-être juste pas à son tour. Là. Ça peut être ça. Je connais pas toute l'historique de l'équipe d'Edmonton, qui avait quand même une bonne équipe. Mais là, ça va être de voir l'évolution des prochaines années. Ça peut être un joueur surprise. Ça peut être un joueur qui un jour va atteindre la Ligue nationale. Je serais pas si surpris que ça pour celui-là. Ben, si ça devient un joueur à la Drake Batherson, on va le prendre assurément. Ça, c'est pas mal le plafond, mais oui. Fait que, puis il reste aussi, là, je pense que le choix d'après, c'est 7e ronde seulement. Ouais, c'est ça. Chandler Romeo. Ce gars-là, il va aller jouer pour l'année prochaine pour les Bulldogs d'Hamilton.
On parle d'un défenseur gaucher de 6 pieds 5, 205 livres. Un deuxième joueur de la ligne de l'Ontario que les Sénateurs ont pêché cette année. Ils vont peut-être gagner la popularité un petit peu en Ontario. C'est pas un mauvais choix, surtout en 7e ronde. Il était classé à peu près 169e. C'est probablement le seul qu'on a réussi à avoir de façon avantageuse. C'est dans le sens qu'on l'a pêché 202e. C'est sûrement un défenseur très physique, capable d'amasser quelques points. Ça va être intéressant de voir là, sa progression dans la ligne de l'Ontario. Dans le U16, c'était correct. C'est pas un producteur de points. Moi, la façon dont je le vois, là, c'est plus quelqu'un qui pourrait un jour prendre une place, une 3e ligne, un genre de Josh Brown. Capable de jouer physique, faire sa place tranquillement, mais on sait jamais. Là, il n'y a rien qui nous dit, là, quand on parle, mettons, parce que là, il y a 2 défenseurs de l'Ontario au gros physique qui ont pêché. Il n'y a rien qui nous dit à ce moment-ci que Roméo, un jour, ne surpassera pas Roger. Ça reste à voir. Mais pour l'instant, là, on va dire un genre de Josh Brown. C'est pas un mauvais choix pour un 7e ronde. C'est correct de ce côté-là. Intéressant. En conclusion, Pat, si tu avais à évaluer le repêchage, leur donner une note, tu leur donnerais quoi cette année? C'est pas... T'es plus généreux que Scott Wheeler à Sportnet qui a évalué que le repêchage des Sénateurs était un des plus mauvais de la Ligue. Puis sur le site de Puck Empire, qui est un site qui suit la Ligue nationale au complet, donne une note de F aux Sénateurs pour le repêchage. Le pire, c'était eux, là, puis il n'y a personne. Mais non, sérieusement, c'est pas un bon repêchage, mais c'est pas un repêchage catastrophique. C'est pas un bon parce que on n'a pas eu rien. On n'a pas eu de bonbons. On n'a pas eu de « wow, on a hâte de le voir, ce gars-là ». Tu sais, oui, on a hâte de les voir participer, donner leur rapport, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, mais on n'aura pas à part des mises en échec, là, on n'aura pas de gros spectacles là, à côté de but, puis je pense pas, là, c'est décevant de ce côté-là. Tu sais, je veux dire, c'est correct qu'il aille coucher là, parce qu'il pense que c'est le gars qui va les aider à gagner. J'ai pas de problème avec ça, mais un des 2 choix de 2e ronde, ça aurait pu être un joueur un peu plus offensif, mettons. Puis, je sais pas. C'est décevant, mais en même temps, tu sais, je veux dire, j'étais plus déçu comme sur le coup. Puis quand j'ai commencé à analyser les joueurs, puis tout le kit, puis à analyser qui est encore là, puis qui va marquer des buts, qui va prendre les mises au jeu, ainsi de suite, qui qu'on a dans les buts, je vois qu'on a une bonne équipe pour le futur. Puis tout ce que ça me dit, c'est que tant qu'elle allait prendre un Penelly ou un Selinger, c'est bien faire confiance à Radley Gregg, qui progresse très bien. Shane Pinto, même chose. Je veux dire, du côté gauche, sont jeunes. Formerton est très jeune, Stutzel, Katchuk, on parle de 3 jeunes qui peuvent être là pendant des années. Du côté droit, c'est ça je dis, ils allaient chercher un gros ailier droit. Là, tu as Barterson déjà qui va sûrement signer un gros contrat. Carter Brown, ben on l'a vu, c'est un leader. Qu'est-ce qui resterait comme chance pour Sokolov? Fait que là, probablement qu'ils ont dit Sokolov, c'est un gars Ligue nationale. Fait que on n'a pas besoin d'ailier droit. Fait que j'ose espérer que c'est le même qui ont vu ça, puis qu'on a les éléments pour aller gagner dans 2-3 ans. Là. Gagner pas sa peau les fesses, là, gagner sérieusement. Parfait. Ben Patrick, c'était bien le fun de te recevoir. T'es un passionné, c'est vraiment intéressant de t'entendre parler. Merci beaucoup d'être venu nous jaser ce matin. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page fan des Sénateurs d'Ottawa sur Facebook, excellente page pour discuter sur notre équipe qui est gérée et modérée par notre Patrick Tourangeau. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. On est 2 là, c'est pour moi qui l'a parti la page, puis mais ça me fait plaisir. Puis bienvenue à tout le monde. Venez partager votre passion à vous aussi. Merci beaucoup les gars. Merci Pat.
Ça fait plaisir. C'est ce qui complète le deuxième épisode de La Brigade. J'espère que vous avez aimé ça. En terminant, on aimerait remercier encore une fois Squirrel Noir pour la musique thème de La Brigade, ainsi que Nicolas Saint-Pierre que vous avez pu entendre entre chaque segment de l'épisode. On vise à sortir notre prochain épisode le 11 août avec un invité mystère. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram, et on s'en jase très bientôt.